Vous oubliez jamais votre premier baiser, votre première bagarre, votre premier Rolex ou votre premier braquage. Ça ne s'oublie jamais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les braqueurs. Mickey. Épisode 2. J'ai 18 ans et ma vie va prendre un tournant assez dramatique pour moi. J'arrête l'école, fini les rêves de handball, fini les rêves d'être pompier et servir mon pays pour le service militaire. Je suis d'abord effondré, bouleversé, et puis après arrive la colère. Je me promets même à un moment de reprendre le flambeau, de prendre la place de mon frère. De peur, ma famille et sa compagne, et la compagne de mon frère, ne voient pas d'autre issue que de m'éloigner le plus loin possible du vieux continent. J'arrive à Los Angeles, je me rappelle, c'était en 84, se tenaient les Jeux Olympiques d'été, et je commence à vivre une autre vie. Je joue pratiquement 5 ans au volley. C'était mon métier, je m'entraînais 8 heures par jour. À côté de ça, je m'étais inscrit à UCLA et je suivais des cours de littérature américaine le soir. Je me retrouve à Las Vegas avec mon équipe pour un tournoi de volley et je vois une de mes photos en grand, près de l'entrée de ce casino, le César Palace, je me permets de le dire. J'étais une des vedettes de mon équipe. Je repère une très jolie croupière. Je m'assois à cette table de blackjack et je reste là 2 jours. Je me découvre une addiction. Et là commence un abysse pour moi. Je rencontre une autre athlète de qui je tombe amoureux, ma première épouse. Nous formions le couple parfait, le Ken et Barbie. On faisait sensation dans les soirées, etc. J'arrête le sport, elle aussi. Moi, je deviens entraîneur de fitness, avec l'intention de fonder une famille. Mais j'ai un secret. Le secret de ce frère, avec ce passé atypique, et puis le secret, surtout, de ce cancer qui est en moi, cette addiction au jeu. Je m'endette à un tel point où je commence à me noyer. Je dépense toutes nos économies. Ma fiancée, qui est enceinte, menace de me quitter. Ça m'est insupportable, donc j'essaie de changer. Je pense encore pouvoir gérer mon problème au jeu, etc. Mais je me mens, je ne mentais qu'à moi-même. Je fais la connaissance d'un garçon, Johnny, il avait mon âge aussi, avec une grande addiction pour les tables de jeu. Lui, c'était la roulette. Moi, c'était les cartes. On est en 1990. Je le voyais dépenser des sommes importantes aussi, mais il ne s'en plaignait jamais. J'ai souvent vécu avec des gens atypiques et j'ai vite compris qu'il ne fallait pas poser de questions. Jusqu'au jour où nous nous révélons plus, je lui ouvre mon cœur, ma vie, mon passé, etc. Et lui, pareil, fait pareil. Et j'ai compris d'où venait l'argent. Je reconnais vite un petit peu le caractère du personnage. Cet animal, vous sentez par son comportement, par ses questions, par son regard. Si le mec se la raconte, si c'est du pipi de chat ou si c'est de la vodka, vous le sentez tout de suite. En toute confiance, il m'explique, sans me donner les noms, les prénoms, les adresses de ses complices, mais il m'explique qu'il est braqueur, plus précisément braqueur de banque. Qu'ils font ça, lui et ses complices, donc à eux 3, et explique qu'il ne serait pas trop de 4 si le souhait m'en venait.
Je ne donne pas un oui définitif parce que je me revois vivre une partie de ma vie que je tentais d'anesthésier. Mais les problèmes d'argent sont tels que quelques semaines plus tard, je me vois dire oui. Je fais la connaissance des autres membres de ce gang, hein, on va dire ça comme ça. À l'époque, j'étais athlète, hein, donc mesure 1m95, je pesais 115 kilos, mais 115 kilos solides. Johnny, pareil, un joueur de football américain, très carré, très costaud, mais avec un visage très doux, très tendre. Les deux autres, pareil, des gens, tous deux étaient entrepreneurs, près de 50 ans, des pères de famille, voilà. Je me rappelle très bien, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant. L'un d'eux revient en nous disant à nous tous, hein, à table, je pense qu'ils m'ont repéré. Ils sont là, je pense qu'ils sont là, mais paniqués. Les autres commencent à se lever en vitesse et pas de panique en moi. Au lieu de décamper comme le ferait peut-être une personne avec une autre conscience, moi je les ai suivis. Je suis parti avec eux. Et arrivé dans la voiture, le chauffeur se retourne, il me tend sa main, il me dit bienvenue parmi nous. Je dis mais la police, on fout le camp, non? Non, on va dans un autre restaurant. Celui-là ne me plaisait pas. Et là, alors on m'explique ce qui serait attendu de moi. C'est très bien organisé, très précis et une grande attention à ce qu'il n'y ait pas de sang versé. C'était très important pour eux aussi. On se retrouve donc dans cette ville, on est dans cet appartement, et là, donc, on met les choses en scène. On est équipé, alors gilet pare-balles, etc., sous la chemise, les costumes. J'hérite du fusil à pompe. Pourquoi? Au lieu de crier « It's a hold-up », de vous égosiller à vous faire entendre dans la salle, dans la banque, vous armez le fusil à pompe, et là, vous avez toute l'attention de la salle. Ça fait un bruit très distinctif. C'est un bruit métallique qui ne trompe pas, qui ne laisse aucun doute sur les intentions de son propriétaire. Avant de sortir, j'ai beaucoup aimé ça. On s'est tous serré la main. On s'est salué. Strength and honor. Force et courage. Il n'est plus question de faire marche arrière. Ça ne dépend plus de vous, d'autres personnes dépendent de vous aussi maintenant, leur vie dépend de vous. On s'est retrouvés dans la voiture, plus un mot n'était dit, le braquage avait déjà commencé. On arrive avec ce véhicule, qui est un véhicule volé, masqué bien sûr. Un des complices reste dans le véhicule, nous sommes tous habillés en costume, avec des gabardines, mais très classe. Chacun à quelques mètres de l'autre. J'arrive en dernier. Et en rentrant dans cette banque, je me rappelle que je suis comme devenu un robot. Il n'y avait plus d'angoisse, il n'y avait pas cette boule bien présente, bien physique au creux de mon ventre. Johnny est déjà placé proche du vigile. Je me rapproche du deuxième vigile. Lui tourne son visage vers moi en souriant. Il réalise que quelque chose est louche. J'ai un trench coat avec des fausses poches. De ma poche, je pouvais avoir accès à mon fusil. La première balle était toujours une balle à blanc. Au cas où le coup partirait, les autres étaient des balles bien réelles. Je pivote mon fusil à pompe, je ne l'ai pas encore armé, et je lui dis « Stay calm and turn around ». Reste calme et tourne-toi. Et je le pousse un petit peu avec le canon de mon fusil. Il sursaute, presque. Il est très proche de moi, encore plus proche que vous. Je lui passe des menottes rapidement et je prends son arme de poing et je la vide. Alors tout ça se passe très rapidement. Ça peut paraître interminable, mais ça se passe en quelques secondes. Et là, je me retourne, parce que déjà plus de gens crient. Il est apparent qu'il se passe quelque chose d'anormal. J'exhibe mon fusil à pompe. Et je me mets au milieu de la salle, pratiquement. Et là, je dis, mais dans un autre ton, là, je ne me permettrai pas de faire peur au micro. « Ladies and gentlemen, this is a hold-up. Please stay calm, we're not here to hurt you, we are here for the money. »
please do what we'll say. We're gonna get out of your life in a few minutes. Okay. J'appuie sur la trotteuse et là je dis time. C'est le signal pour mon complice qui va dans la salle des coffres. Lui a 3 minutes pour récupérer le plus d'argent possible et pour qu'on parte. D'ailleurs, on nous a même surnommé le gang de la trotteuse. Stopwatch Gang. Mon complice se rue sur la personne responsable des coffres, de la salle des coffres, le saisit, lui, parfaitement docile, suit, a compris ce qui se passe, donc il sait que la banque est assurée, et ils disparaissent dans la salle des coffres. Et là, je n'arrête pas de dire aux gens « Deep breathly, don't panic, we are not going to hurt you, we are not here for that ». Et puis de temps en temps, j'entendais Johnny dire « Sit down, reste assis, 2 minutes ». 2 minutes viennent d'être écoulées, 30 seconds. Et après, vous dites « Time out ». Quand c'est time out, vous laissez tout tomber et vous vous barrez de là. Et lui ressort avec des sacs. Je le lève, et il est très lourd d'ailleurs, et je le mets sur mon dos. Et donc on se dirige tous vers le véhicule. Ma place était devant, à côté du conducteur. Et là, l'un des complices donne le signal au chauffeur, dit « Go !» et il part. Et tout d'un coup, je vomis. Ça sort. Je vomis sur le sac, Il m'a dit « You lost your cherry, t'as perdu ta cerise, t'as été dépucelé » en argot américain. Tout le monde rigolait. Et moi, je suis très confus et très embarrassé. Et puis, on me donne des tapotes sur l'épaule. Bien, Mickey, bien joué, bien, bravo, on est fiers de toi, bien. C'est normal, t'inquiète, c'est les nerfs. C'est les nerfs. C'était la réalisation de ce qui venait de se passer. Je venais de jouer avec la mort. Vous êtes satisfait du fait que ce soit bien déroulé, qu'il n'y ait pas eu de victime, que tous vos amis sont dans la voiture. Vous êtes satisfait de ce côté-là. Le reste, je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne me posais pas plus de questions que ça. J'étais là pour un but bien précis et je voyais bon nombre de mes problèmes partir avec le poids de ces billets sur mes cuisses. Voilà. La première voiture, on s'en est débarrassé dans un parking. On rentre dans un véhicule qui nous attendait dans la rue. Et là, nous nous changeons dans le van. Les armes et les gilets, tout ça étaient jetés. Les habits étaient jetés ou parfois brûlés. Les sacs avec l'argent sont ouverts. On vérifie qu'il n'y a pas d'émetteur, ce genre de surprise. Et quand on est assuré que tout va bien, on se retrouvait dans un lieu, dans un safe house, un lieu sûr. On place l'argent sur la table et on commence à faire le partage. Nous mettions tous un certain pourcentage dans une caisse commune qui était donc réservée au prochain braquage. Parfois de l'ordre de 100 000 $. C'est une autre chose qui m'a beaucoup plu chez ces hommes, c'est qu'il n'y avait pas d'ancienneté, pas de voilà, moi je fais ceci, je fais plus que toi, machin, un truc, toi tu fais que conduire ou machin. Tout le monde partageait les mêmes risques et tout le monde avait le part égal. Quand vous voyez ce tas sur la table qui vous revient, là vous soufflez autrement. Pour ce premier braquage, si je me rappelle correctement, et je pense m'en souvenir très bien, ma part était de 500 000 $. À suivre sur arteradio.com.